Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Naotech. Aujourd'hui, on va se demander si Apple, avec son Vision Pro, peut réussir là où les autres ont échoué. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. Est-ce que ça va? Merci beaucoup. JPEG au kilomètre 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci beaucoup à toi. Il ouvre le bal ce matin. C'est ici pour prendre un bon café et dire qu'on est les maîtres du monde. Tu peux, rien n'est interdit. Rien, enfin si, il y a pas mal de choses interdites. Mais si, en fait, si, il y a plein de trucs interdits. Déjà, parlez pas en majuscule, plein de trucs interdits. Pas du tout liberté d'expression ici. Enfin, la liberté d'expression commence là où s'arrête la batte de Walek. Voilà. C'est notre définition de la liberté d'expression. Les prédictions de Naotech étaient justes. Apple regarde ce live avec angoisse pour avoir la réponse. Hein Tim Cook, ça t'apprendra à plus m'inviter à tes barbecues. Toi, hein. Bon, pour une fois que j'ai un pronostic juste, je peux frimer un peu quand même. Je m'étais pas mal trompé avec les smartphones modulables. Et encore. Et encore et encore. Comment vous allez sinon ce matin? Amour, travail, richesse, demandez les prédictions à la chaîne Naotech. Oui, si on voit que plus personne ne s'intéresse à la tech, on pourra se recycler dans la voyance. Pas mal de choses possibles. Pas mal de choses possibles. On a testé pour vous la boule de cristal. Peux-tu prédire mon avenir, s'il te plaît? Tu vas faire un sub. Voilà, ton avenir. Sextoy grand... Je me suis fait avoir. Bon, un grand merci pour ton prime quand même. Bin, merci pour ton 10e mois d'abonnement. Noirvent, merci pour ton 5e mois d'abonnement. Ouais, ça peut être bien quand même si tu le changes. C'est ton pseudo depuis 15 ans. Parce que généralement, ce genre de pseudo, tendance à un peu à bloquer. Voilà, je te le dis comme ça. Parce que moi, ça passe. Tu comprends bien, par exemple, que tu arrives sur certains streams qui sont déjà avec des problèmes de harcèlement et tout ça. Ça passe moyen. On comprend la blague, mais on est en 2023. Le train de live vient de démarrer, magnifique, merci à tous. 7tool07, grand merci pour ton 21e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Eh bien écoutez, moi ça va bien, vous ça a l'air d'aller bien du tout. Bien aussi, pardon. Et je vous propose qu'on regarde déjà les sujets qu'on va aborder ce matin. On va parler de Vision Pro, justement. Alors, indication. Là, en ce moment, la presse tech, il y a un tapis de bombe Apple. En tout cas, c'est une grande réussite, cette WWC, en termes de relations presse. Un article sur 2 traite de « J'ai testé le Vision Pro et qu'est-ce que j'en pense ?» Non, globalement, énormément d'articles sur Apple. Pas évident de trouver des articles qui parlent d'autre chose. Donc, voilà, il y a du Apple. J'ai essayé de limiter la casse parce que je sais que parler que de Apple, c'est chiant pour certains d'entre vous. Et puis, on aime la variété aussi. Mais sachez-le, quand même, c'est une info. Apple a réussi son coup. Tout le monde parle d'eux.
Donc, on parlera du Vision Pro chez Frandroid. Avec Apple, peut-il réussir là où Microsoft, Google et Meta ont échoué? Alors, pour Meta, c'est pas gentil d'avoir dire qu'ils ont déjà échoué, mais on verra, on va dire, les difficultés du marché dans lequel s'engage Apple, même si lui dit qu'il fait pas la même chose. C'est quand même un marché, la R, la VR, tout ça. Certains s'y sont frottés, beaucoup s'y sont piqués. On continuera avec effectivement l'intelligence artificielle et Apple. On les attendait un petit peu au tournant à la WWDC. Si vous avez suivi le live, moi j'ai eu cette réaction en disant mais ils n'arrêtent pas de parler d'intelligence artificielle, mais sans jamais parler d'intelligence artificielle. Je ne suis pas le seul à avoir noté ça. Numérama également sort un article qui explique comment que Apple a réussi à parler d'intelligence artificielle sans jamais parler d'IA. L'usage est roi. Nous parlerons ensuite de ChatGPT qui remplace déjà des travailleurs. Les premiers témoignages sont glaçants. C'est un petit article de Phone Android, mais qui parle effectivement des premiers qui se retrouvent au chômage à cause de ChatGPT. Le pourquoi du comment, leur direction, etc. Il ne faut pas paniquer, mais c'est une évidence. ChatGPT risque de remplacer certaines personnes et les témoignages commencent à arriver. Nous parlerons ensuite de l'autorité américaine des marchés qui s'attaque à Binance, le numéro 1 des crypto-monnaies, un peu la dernière forteresse quelque part. C'est un article de Courrier International. Nous parlerons ensuite avec Phone Android toujours. Juste un entrefilet, mais c'est vrai que dans notre live et dans notre vidéo récap, moi je dis que les Mac Pro auront des prix complètement fous jusqu'à 50 000 euros. Eh bien, je me suis trompé. Justement, étonnamment, même si le ticket d'entrée est très cher pour les Mac Pro M2 Ultra, c'est plutôt une très bonne affaire. Et ça monte pas si haut dans les configs maximum. Donc, c'est intéressant. Quelle est la stratégie d'Apple par rapport à ça? Nous passerons ensuite à une tartine. On discutera avec vous du greenwashing, puisque les Français ne croient plus aux fausses promesses des entreprises. Un article de l'ADN. Effectivement, une étude montre, par exemple, que 7 Français sur 10 se méfient des entreprises engagées. Voilà en tout cas pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Et on va commencer effectivement, on va parler du Vision Pro. Je sais que vous en entendez beaucoup parler. On a l'impression que la presse tech ne parle que de ça. C'est déjà une preuve que Apple a réussi une chose, c'est au niveau des relations presse. C'était un peu attendu, mais Apple... En fait, quand Apple s'engage sur un marché, c'est pas comme n'importe quelle marque qui s'engage sur un marché, aussi grosse soit-elle. C'est vrai que Apple a quand même cette réputation d'arriver à retourner des marchés. Ils l'ont fait avec le smartphone. C'était pas le premier smartphone au monde, l'iPhone, mais il a changé à tout jamais le marché du smartphone. Ils l'ont fait avec l'Apple Watch. C'était pas les premiers à faire des smartwatches. Ils ont un peu retourné le marché. Et ils l'ont fait avec les écouteurs sans fil. C'était pas les premiers à le faire. Ils l'ont fait avec les lecteurs MP3 à leur époque. Ils l'ont fait avec l'informatique d'une certaine façon. Apple a toujours une façon bien particulière de s'engager sur des marchés. Ils ont un rapport assez particulier à la concurrence. Ils ne sont... on en parlera peut-être en conclusion, mais Apple a ce truc très intéressant. J'avais cité une fois quelqu'un qui avait raconté qu'il avait pris un voyage en avion à côté d'un haut responsable de chez Apple et il lui avait parlé de Zune, le lecteur MP3 de Microsoft. Et il avait dit que la personne de chez Apple s'était montrée très intéressée de tout ce qu'il disait sur ce qui était génial chez Zune et tout, mais il avait bien senti que ça lui glissait dessus. Apple a une certaine imperméabilité à ce que fait la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas les marchés, ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas les innovations des autres, mais Apple a son chemin. Et ils ont un peu des œillères. Parfois, ils se prennent des murs, du coup, mais ils ont une façon très particulière d'avancer sur les marchés. Et ça, c'est quand même très, très intéressant.
Ouais, on parle du casque Apple. D'ailleurs, on ne doit plus dire casque maintenant. Apple a tranché. Nous devons dire ordinateur spatial. Euh, toute la presse en parle, effectivement. Hein. Je n'ai pas regardé le journal de 20 heures s'ils en parlaient, mais gros coup de RP quand même, de la part d'Apple. Apple, c'est la branche recherche et développement des autres marques. Pas exactement, Monsieur X, parce que en recherche-développement pur, Apple, c'est quasiment jamais les premiers à sortir une technologie. Par contre, ils ont une manière très particulière d'adapter cette technologie et de la marketer. Je dirais que c'est plutôt le service marketing de tout le monde, Apple. Comment vendre un truc? Comment faire que les gens aient envie d'utiliser une technologie? C'est là où Apple est très très fort. C'est pas tellement dans la technologie elle-même, mais dans l'usage. Et si vous connaissez bien Apple, vous savez que c'est là-dessus où ils dépensent le plus d'argent et de temps, c'est à développer les usages de la technologie. Euh, et justement, parlons de ce Vision Pro d'Apple que on va pas pouvoir tester avant pas mal de mois. Mais moi, je vous garantis que ça va faire parler. On voit déjà des gens qui pronostiquent l'échec, le flop d'Apple. Hein. Un certain mec à casquette sur Twitter a dit hier qu'il mangerait sa casquette dans 3 ans s'il se trompait sur son pronostic et qui a pronostiqué que le Apple Vision ferait un flop. Je veux bien sûr parler de Guillaume. Sachez-le, il y a un désaccord en interne. Je ne suis pas du tout d'accord avec Guillaume là-dessus. Pour moi, ça ne sera pas un flop et Guillaume va manger sa casquette dans 3 ans. Donc, ça sera un event, hein, on en fera un live de Guillaume en train de bouffer sa casquette, ça c'est sûr. Et Guillaume est là. Hi, 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 hi. Tu vas voir si tu feras hi, 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 hi quand tu seras en train de mâchonner de la laine. Tu vas voir la laine que tu vas avoir en mangeant ta casquette. Hein? Faut faire gaffe quand on prend ce genre de truc, hein. Moi, j'ai appris à mes dépens. J'avais pronostiqué les smartphones modulaires. J'y croyais dur comme fer. Heureusement, j'ai pas dit j'en mets ma main coupée parce que sinon j'aurais eu des problèmes. Les fibres, c'est important pour le transit, c'est sûr. Ouais. Ça sera plus de l'amour, ça sera de la laine. Je l'ai sortie en Écosse, celle-là. J'étais très fier de moi. Quand j'ai vu des moutons. Aïe, 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 aïe. Au moins, c'était plus facile de bouffer des NFT, ouais. Guillaume va acheter une casquette en pain d'épices. Rassurez-vous, dans 3 ans, s'il a perdu son pari, je m'assurerai quand même que les choses seront faites de manière digne. Hein. On va pas faire un gâteau casquette non plus, hein. Bref, ce qui est intéressant d'analyser, et l'article de Frandroid le fait pas mal, c'est comment Apple va faire sur un marché où d'autres se sont déjà cassés les dents. Et c'est ça qui est intéressant. L'Apple Vision Pro a été officialisé après des années de rumeurs, mais aussi des années d'essais de la part de la concurrence. Là où l'iPhone se lançait sur un marché du smartphone où tout restait à inventer, on ne peut pas dire autant de la réalité mixte. On voit beaucoup cette comparaison entre le Vision Pro, c'est le nouvel iPhone. C'est une analogie qui a beaucoup de limites. Effectivement, c'est pas le même marché, c'est pas la même époque. Donc oui, il y a des comparaisons possibles, mais c'est pas le même marché que le smartphone. Et là où Guillaume a raison, c'est que c'est vrai que le Vision Pro n'a pas l'évidence qu'a amené l'iPhone sur le marché. Ce côté immédiat et tout ça. Pour l'instant, même si Apple Vision a poussé les trucs pas mal en design, en utilisation du produit, ça reste un produit avec beaucoup de contraintes pour l'utilisation. Donc ça veut dire que pour avoir envie de l'utiliser, le mettre sur le visage, il reste encore des usages à trouver. C'est pas la démonstration d'Apple qui suffit à nous convaincre qu'on va mettre ça sur la gueule, au bureau, chez nous dans le canapé ou dans l'avion. Il y a certains trucs à montrer Apple, ça fait envie, mais pas encore le truc qui fait dire « Ah, je vais pas pouvoir m'en passer ». Ça, c'est vrai. Là-dessus, il a raison. C'est pas pour ça que ça fera un flop.
Parce que ça a été la même chose avec l'Apple Watch. Bref. Effectivement, avant qu'Apple lance son Vision Pro, il y avait les Microsoft HoloLens, les Google Glass, le Google Daydream, l'espèce de pantoufle sur le visage que Google avait sorti, le métavers de Mark Zuckerberg. Chacun de ces essais de la part des géants de la tech a rencontré des grandes difficultés dont on peut sans doute tirer des enseignements. Parlons déjà des Google Glass. Un produit fort différent, beaucoup plus léger, qui s'apparente à des lunettes, donc qui avait pris le parti de dire les gens n'adopteront pas la réalité augmentée si ce qu'on fait est plus gros que des lunettes. Ce qui n'est pas une mauvaise analyse, mais qui surtout en 2012, mais encore aujourd'hui, impose des limites techniques très importantes. C'est-à-dire que faire un truc aussi léger ou même un tout petit peu plus lourd que des lunettes, les fonctionnalités sont forcément très très limitées. Et c'était le cas des Google Glass. Les Google Glass, c'était des petites informations. On était plus dans du tête haute sur pare-brise, c'est-à-dire des petites informations qui étaient projetées sur le verre des lunettes à l'intérieur, donc invisibles à l'extérieur, avec un petit module qui se mettait sur les branches. On n'était pas du tout dans la réalité mixte. Réalité augmentée, oui, parce que j'avais quelques infos qui venaient en surimpression par rapport à ce que je voyais à travers des Google Glass, mais on n'était pas dans de la surimpression. On ne pouvait pas faire apparaître un écran de télé devant soi avec des Google Glass. Déjà, ne serait-ce qu'avec la gestion de la transparence. On y reviendra avec les HoloLens. Donc, on peut rêver en technologie, mais il y a aussi la réalité de la physique à un moment T. En 2012, le nombre d'informations dans la Google Glass était très limité. Même aujourd'hui, certains projets qui reprennent le concept de Google Glass, ça reste très très limité. Mais c'est pas ça qui les a tués. C'est pas ça qui les a tués. Malgré, d'ailleurs, souvenez-vous, si vous étiez là en 2012 et que vous suiviez la tech, Sergey Brin, un des fondateurs de Google, était à fond derrière le projet. Il avait même fait une démonstration en parachute avec les Google Glass pour arriver à la Google I.O. Bref, ils avaient mis les moyens quand même, Google, pour les Google Glass. Mais ce qui a tué les Google Glass, c'est l'appareil photo intégré. Ils avaient intégré effectivement un appareil photo qui permettait de prendre des photos avec les lunettes sur le visage. Et ça a tout de suite posé un problème. Moi, je me souviens très bien, les premiers articles disaient quand on a quelqu'un en face de soi avec des Google Glass, c'est comme si on avait quelqu'un avec un appareil photo ou une caméra braquée sur nous. Ça fausse le rapport, ça le change. Il y a eu une photo assez célèbre d'un journaliste, j'arrive plus à me souvenir de son nom, un journaliste tech qui avait pris une photo de lui dans la douche. Alors on voyait que le haut du corps, mais il était dans la douche avec ses Google Glass. Et d'après les rumeurs, cette photo aurait fait dire aux dirigeants de Google, on est foutu. Le bad buzz est là en fait. Du coup, bon, ils ont essayé de rassurer en disant mais si les gens qui ont des Google, c'est Dvorak. T'es sûr que c'est Dvorak ? Non. Non, je crois pas que ça soit Dvorak, le journaliste tech américain qui s'est pris en photo dans la douche avec... c'est pas comment il s'appelle ? Pas Scoble je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc, et d'ailleurs, aux États-Unis, dans le petit monde tech, ils avaient même inventé un mot pour déterminer les gens qui avaient... Parce qu'il y a une époque où pas mal de journalistes tech avaient des Google Glass et on les appelait les glass holes. Jeu de mots avec asshole, les glass holes. Voilà. Donc, on peut le dire, ça a été le début de la fin pour Google. Ils ont diminué le budget, ils ont abandonné les grands projets. Alors, justement, Apple, avec son Vision, semble pas avoir retenu la leçon. Quasiment. C'est Robert Scoble qui a fait une photo... de lui dans la douche avec effectivement les Google Glass. Apple ne semble pas avoir vraiment retenu la leçon. Quasiment tous les journalistes, et on va dire tous ceux qui parlaient de ça,
à part Léo Duff, ont trouvé un moment gênant dans la WWDC. C'est le moment où le père de famille met son Vision Pro pour filmer et prendre des photos 3D de ses enfants. Et ça, c'est quand même un moment un peu cringe de la présentation. On se dit, putain, t'imagines, il est en train de faire l'anniversaire de ses enfants, il va mettre son masque pour les filmer. Ce qui est, alors, c'est pas non plus un mec qui va à une fête ou qui filme dans la rue, mais on se dit, qui va faire ça en fait ? Qui va faire ça ? En fait, et c'est là où je pense, pour avoir vu le tweet de réponse de Léo Duff, que Léo Duff se trompe. Oui, il y a une différence entre quelqu'un qui sciemment va mettre un casque sur le visage pour prendre des photos de ses enfants. Il y a une différence avec quelqu'un dont son enfant passe dans le cadre d'une visioconférence dans un usage classique de l'informatique avec une caméra allumée. Parce que d'abord, il y a un acte. Je veux prendre en photo. Et même, je dirais qu'il y a une différence entre quelqu'un qui prend son appareil photo et son smartphone pour prendre une photo de ses enfants. D'abord, il y a une immédiateté du geste et il ne faut pas oublier quand même que l'humanité a des codes. Si je mets un gros machin sur le visage pour te filmer, alors, si c'est une scène de cinéma, on accepte qu'un caméraman nous prenne en photo. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans la rue quand on vous braque une caméra dessus. Je parle d'une grosse caméra de télé ou même quelqu'un qui vous braque une télé dessus. Ça change notre attitude. Ça change le rapport, quoi. Bon, et pourtant, effectivement, il y a eu les spectacles de Snapchat qui sont arrivés après. C'est un débat, je pense que c'est aussi un débat générationnel. Je pense qu'il y a des générations qui sont plus ou moins dérangées par le fait que la possibilité d'être filmé, ça dérange plus ou moins selon les générations. La notion d'intimité n'est pas la même selon les générations. Moi, je viens d'une génération où me prendre en photo, c'est comme si tu volais mon âme. Et je n'irai plus au Valhalla. Ouais, mais quand même une caméra VHS et tout ça, mettre la grosse visière comme ça pour prendre une vidéo de ses enfants, quand même bizarre comme geste. Après, pour défendre Apple sur le coup, je ne serais pas complètement surpris, je ne tomberais pas de ma chaise si Apple annonçait, on va dire, l'iPhone 16, peut-être pas le 15, mais l'iPhone 16 avec des possibilités de prendre des photos et des vidéos compatibles avec Apple Vision dans le côté immersif, 360, voilà. Apple va... Alors, je pense pas qu'ils vont lancer un boîtier dédié, quoique, mais s'ils arrivent sur le marché de la photo, on serait pas complètement surpris qu'ils arrivent avec un appareil 3D comme premier appareil. Voilà. Donc, à voir, mais c'est peut-être ça que Apple a voulu montrer, ou tâter le terrain avec ça. Continuons sur les échecs. Microsoft HoloLens, on les compare souvent au Vision, parce que c'est vrai qu'il y a des points de comparables, c'était dans les années 2010, autant dire à la préhistoire de l'informatique. Les premiers HoloLens, c'était aussi à $3 000. Chez Microsoft, ils ne voulaient pas parler de réalité augmentée ou de VR, c'était pas encore... Ils ont beaucoup parlé d'hologrammes. Et c'est vrai que la technologie des HoloLens était plus une visière, donc qui était quand même assez loin, donc on pouvait tranquille mettre des lunettes, machin et tout, et qui projetait, et la visière était, on va dire, naturellement transparente. On pouvait voir les yeux de la personne à travers les HoloLens, si mes souvenirs sont bons, et était projeté sur le verre, on va dire de la 3D, des objets en 3D qui, du coup, pouvaient pas être complètement opaques, hein, si mes souvenirs sont bons. Ils étaient toujours d'une certaine transparence. C'est là où, on va le voir, Apple, c'est pas du tout la même technologie. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que les objets qu'on voyait
on va dire, en réalité augmentée, en réalité mixte des HoloLens, était de la projection sur une surface de verre, du coup, était obligatoirement un peu transparent, non? Je me trompe peut-être. J'en ai jamais porté des HoloLens. Et du coup, les HoloLens chez Microsoft, ça n'a pas été simple. D'abord, la technologie justement qu'ils ont employée avait deux problèmes intrinsèques. D'abord, le champ de vision qui était quand même relativement restreint, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment regarder devant soi. La surface de projection, du coup, était assez rikiki et le champ de vision était assez restreint. Et HoloLens a été, on va dire, un échec grand public, même s'ils avaient fait des démos de Minecraft dessus et tout. Ça a été un semi-échec au niveau industriel, puisque ça a quand même intéressé une partie B2B, on va dire le monde industriel, le monde qui a besoin de plans 3D projetés. Il y a des HoloLens qui tournent aujourd'hui dans l'industrie, qui sont utilisés, mais pour Microsoft, je vais réexpliquer, Ryu, cette histoire de transparence. Et chez Apple, c'est tes yeux, mais pas par transparence qu'on voit. Mais je termine juste avec les HoloLens, et notamment les HoloLens 2. On va dire c'est vraiment devenu du B2B pour Microsoft. Business ou business, ils n'ont plus du tout de velléité grand public. Et c'est clairement, là on est dans de la réalité augmentée. On n'est pas vraiment dans de la réalité mixte. On est dans de la projection d'objets 3D à travers la transparence d'une visière, mais vous ne pourrez pas regarder un film dans votre salon avec des HoloLens. C'est là où il faut comprendre les différences de choix technologiques, quoi. Apple, ce qu'ils ont fait, c'est un peu un mix. J'explique notamment cette histoire d'yeux qu'on a vue. Technologiquement, Apple a vite compris qu'une visière transparente, naturellement transparente, c'était pas... Même si je sais qu'aujourd'hui, il y a du verre qu'on peut opacifier pour projeter des choses, Apple a très vite vu qu'au niveau technologique, aujourd'hui, on ne pouvait pas faire une visière qui était transparente et qui permettait aussi l'affichage d'une réalité mixte efficace. Donc, avec des objets complètement opaques. Si vous comprenez je vais essayer d'expliquer ça. Vous voulez regarder une télé virtuelle dans un environnement réel. Il faut que la télé soit 100% opaque. Si la télé est un peu transparente, vous allez voir vos enfants, vos chiens, vos canapés derrière l'image de la télé, ça va perturber votre vision. OK ? Donc, il faut une technologie qui permette d'avoir un objet 100% opaque, virtuel, qui s'intègre dans votre réalité. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut pas que ça soit la transparence d'une visière qui vous montre le monde autour de vous. Il faut que ça soit des caméras qui filment le monde autour de vous, vous projettent l'image de ce monde autour de vous, et il y a une intégration d'objets dans cette image des caméras. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on n'a pas la techno par toute luminosité de pouvoir faire de la véritable réalité mixte par transparence. OK ? Donc Apple, ils ont vite vu qu'ils devaient faire comme la VR. Enfin, comme ce qu'était en train de faire Meta, mettre des caméras pour enregistrer le monde extérieur, retranscrire ce monde extérieur à l'utilisateur et mixer ça avec des objets virtuels par ordinateur et pas en jouant avec la transparence. Mais Apple s'est dit aussi, nous, on ne veut pas avoir du plastique devant les yeux, on ne veut pas être enfermé. Donc, ils ont fait deux choses. C'est que les caméras, ils ont mis les meilleures caméras possibles pour une retranscription la plus fidèle possible de votre vision naturelle. Et deuxièmement, ils ont déployé des efforts de ouf et moyennement réussis pour filmer vos yeux à l'intérieur de la visière et les projeter sur un écran OLED
qui sont sur la surface de la Vision Pro. Donc, il y a un écran à l'extérieur des Vision Pro. Ça, je sais que certains n'ont pas compris ça. Les yeux que vous voyez sont des yeux projetés, mais c'est quand même vos vrais yeux parce qu'il y a des caméras à l'intérieur de la visière qui vont filmer vos yeux. Le rendu est moyen, en tout cas quand il est filmé. J'ai vu 2-3 journalistes qui ont vu un petit peu la démo parce qu'Apple ne montre pas encore. Je pense qu'Apple est encore en train de peaufiner ça. Ils ont dit c'est un peu moins creepy que dans la présentation, en vrai. Donc, bah tu vois, Johan, tu dis le truc complètement inutile. Et en même temps, je suis en train de lire des commentaires au-dessus. Ah, mais les gens vont complètement s'isoler. Je ne crois pas qu'Apple travaille sur un truc inutile avec cette projection des yeux. Ils essayent de lever un frein que vont avoir beaucoup de gens dans l'utilisation d'un casque comme ça, par exemple dans le foyer. Est-ce que vous trouvez... Enfin, si vous vivez avec quelqu'un qui fait des jeux vidéo en VR, et Marion on en a parlé, moi quand j'ai mis mon Quest 2 sur la gueule, c'est comme si j'étais pas là, quoi. J'ai mis un mur entre elle et moi, je n'existe pas, elle peut pas voir mon regard. Elle peut pas... Donc, et imagine ça transposé dans le monde du travail. T'imagines un bureau où tout le monde est aveugle, contrairement à un bureau où tu peux voir le regard des autres, même si toi, tu portes pas une visière. Alors, c'est peut-être maladroit pour l'instant de la part d'Apple, pas 100% réussi, mais je pense que Apple a vraiment raison de bosser là-dessus. Donc, juste pour résumer, Apple a créé une fausse transparence, en fait, du casque. Mais je sais que ça demande beaucoup d'explications pour expliquer. Mais ça, c'est Apple. Ils ont travaillé sur des détails. Je comprends que certains ingénieurs trouvent ça complètement inutile. Mais c'est peut-être une raison pour laquelle on verra avec Meta, par exemple, que Meta se plante ou reste un produit de niche. Parce que c'est des visières qui vous rendent aveugles et qui vous mettent dans un autre monde, mais qui vous sortent de la réalité. Et c'est justement pas ce que Apple veut faire. Si tu mets un casque, on verra pas mes réactions des gens en visio. Ils vont à l'encontre de... Non, alors, il fallait bien suivre la WWDC. Apple a mis au point une technologie aussi pour que si vous faites un FaceTime avec le Vision sur la figure, vous pourrez scanner votre visage avant, à l'installation de votre Vision, et les gens dans le FaceTime ne vont pas voir vous avec votre Vision sur la gueule. Ils vont voir alors même si Apple veut pas qu'on l'appelle avatar, ça reste un avatar, ils vont voir un avatar 3D de vous, qui sera pas non plus un Mimoji, c'est un rendu 3D de vous. Pour l'instant, ça a l'air moyennement réussi. Là, on est dans l'Uncanny Valley. Le côté, ça fait moyennement humain, c'est un peu bizarre. Mais n'oubliez pas que enfin, je veux pas être over-optimiste, mais Apple met beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Alors, moi, je pense que ce produit sort un peu trop tôt, le Vision Pro, mais que vous n'avez pas le choix. J'en parlerai peut-être un peu dans ma conclusion de l'article. Mais Apple va peaufiner les choses. Et Apple, c'est une marque qui est capable de supprimer un produit si elle n'arrive pas à ce qu'elle veut. Et je ne serais pas non plus 100% surpris que dans un an, Apple annule les Vision Pro s'ils n'arrivent pas. Et là, Guillaume aura eu raison, par exemple. Mais ils l'ont déjà fait, hein, Apple. Ils devaient sortir, par exemple, leur plateau de recharge, là où on pouvait tout recharger dessus. Au bout d'un moment, ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils voulaient. Eh bien, ils ont annulé le produit. Vous posez des questions hyper précises, comme si j'avais eu le produit en main ou que j'avais un contact chez Apple. Il y a plein de questions qui se posent sur comment on va utiliser ce Vision Pro. Est-ce qu'on pourra changer nos yeux par un autre truc ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Tout ce que j'imagine, c'est que si vous trouvez, par exemple, cette projection de vos yeux complètement creepy, vous pourrez décider de ne jamais projeter vos yeux à l'extérieur de votre Vision Pro, par exemple. Ah non, moi, je parie rien. Je suis pas fou, moi. Je suis pas Guillaume. Hein.
Alors, je suis d'accord, Oleg. Si Apple supprime Vision, c'est soit parce qu'ils auront eu un immense bad buzz incroyable, soit ils se buteront à un problème technologique, technique, qu'ils arriveront vraiment pas à surmonter. Mais je pense que déjà, il y a des équipes entières d'ingénieurs qui, dès aujourd'hui, ou en tout cas à la fin de la WWDC, auront des listings comme ça, des réactions des gens. Ce que les gens ont trouvé bizarre dans la présentation, et ils vont bosser comme des malades. Mais par exemple, sans parler de l'abandon de Vision Pro, Apple pourra très bien peut-être décider que cette histoire de filmer nos yeux et de les projeter, c'est pas la bonne approche. Ou alors ils vont la peaufiner, ou je sais pas. Mais ils ont lu, les gens d'Apple, que la plupart des gens ont trouvé ça bizarre dans la présentation. Je fais une petite pause et je remercie Full Twist pour ton Prime, 5 mois d'abonnement. Grand merci à toi, CCR95, 14e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Merci Devoc pour ton 38e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. C'est de la rage qui dure, tout à fait. Merci le Bards pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Tech Wheels pour ton 16e mois d'abonnement. Merci le Train de l'Hype. On est en quel niveau de Train de l'Hype? On est niveau 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci Kifouette, non, j'ai pas encore remercié. Merci Kifouette pour ton 10e mois d'abonnement. Merci WPN Geek pour ton 16e mois d'abonnement. Merci à vous les gars. Est-ce que j'ai remercié tout le monde avant? Oui, je crois. Je crois. Merci à vous les contributeurs ce matin. Donc c'est évident qu'on va avoir plein de questions sur le fonctionnement de ce Vision Pro pendant des mois et des mois avant que ça sorte. Parlons de Meta quand même, parce que là aussi, on ne peut pas parler encore pour l'instant d'échec, mais Meta, Mark Zuckerberg a mis beaucoup d'argent dans les mondes virtuels, dans le métavers. Ils ont racheté Oculus en 2014. Avec la crise du Covid, Facebook a transformé le nom de sa société en Meta pour acter que le futur sera dans le monde virtuel. Malgré des grands effets d'annonce, jusqu'à la présentation surprise et en urgence de son MetaQuest 3 il y a quelques jours, avant la conférence d'Apple, la vision de Mark Zuckerberg ne semble pas convaincre. Leur stratégie, elle est basée sur la réalité virtuelle avec des productions Oculus Studio et sur l'arrivée progressive de la réalité mixte comme expérience sociale. On peut presque dire que Meta a une démarche inverse de celle d'Apple. Ils essayent vraiment au niveau marketing de nous plonger dans des mondes qui n'existent pas, des mondes virtuels. Le leitmotiv, c'est de dire vous travaillerez dans des mondes virtuels, vous créerez le monde parfait dans le monde virtuel dans lequel vous serez 100% immergé. Ils ont compris ensuite que les gens aimaient bien un peu mixer les deux. Et du coup, notamment avec le Quest Pro, si je ne me trompe pas, Meta a commencé à jouer avec cette notion de vous verrez quand même le bureau autour de vous et juste une partie de l'image intégrera des objets virtuels. Donc, la première fois, moi, que j'ai vu un écran virtuel, un clavier virtuel, l'utilisation de l'informatique virtuelle dans mon environnement réel, c'est avec Meta. Il faut leur rendre... Et il n'y a pas que Meta. Je crois que c'était HTC aussi qui avait joué avec cette notion. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo, ce n'est pas la première fois qu'on voit de la réalité mixte. D'autres constructeurs s'y frottent, et avec plus ou moins de succès. Moi, les démos que j'ai vues de réalité mixte étaient relativement convaincantes, pas assez pour que je me dise je vais vraiment travailler dessus toute la journée. Donc, Apple n'a pas inventé cette technologie. Apple n'a pas inventé ça, de projeter, on va dire, de l'informatique sur un environnement réel, quoi. Ils ne l'ont pas inventé. Ils l'ont peaufiné. Ils l'ont fait un peu différemment, mais en termes d'interface, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler pour les HoloLens, c'est pareil.
le contrôle du Vision Pro par le regard et le pincement comme clic, qui, il paraît d'ailleurs, est super réussi sur le Vision Pro, bah, les HoloLens faisaient pareil. Hein. Les HoloLens faisaient pareil. Apple apporte une solution où on utilise un vrai clavier. Tu auras le choix des deux, mais là aussi, c'est pas les premiers. Hein. Même sur mon Epic Quest, tu peux charger ton clavier physique, surimprimer le clavier virtuel sur ton clavier physique et utiliser ton clavier physique dans ton univers de réalité mixte. Hein. Même avec le Quest 2. Le seul problème avec le Quest 2, c'est que ton environnement, il est en noir et blanc. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, le Quest 3 aura des caméras couleur. Donc, là où c'est intéressant, c'est que Meta est parti dans une direction complètement opposée, tout sur la VR, la réalité virtuelle. On va vous faire basculer dans un autre monde avec des visières aveugles, qui vous projettent un autre monde, mais qui n'avaient pas des capacités au début de vous montrer votre univers environnant. Il fallait lever sa visière pour voir le monde autour de soi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Meta est en train de changer son fusil d'épaule. Les dernières visières de chez Meta permettent aussi, soit en tapotant, soit en mixant, de réintégrer le réel dans l'environnement. Et Apple, lui, il a une stratégie différente. Il va tout miser sur ce mix. Et dans la présentation d'Apple, il y avait très peu de choses en virtuel. Même les jeux, quand ils les ont montrés, ils n'ont pas montré de jeux VR. Ils ont simplement montré le fait qu'on pouvait jouer à des jeux 2D projetés en réalité mixte. Mais ils n'ont pas fait une démo de Skyrim où on a la hache et le bouclier. Technologiquement, ça sera possible avec le Vision Pro. Mais c'est pas ce que Apple veut mettre en avant, en fait. Apple a tout fait pour pas nous faire flipper. Sur le côté, c'est un casque qui va vous enfermer et va vous couper du monde. C'est vraiment pas ce que Apple voulait qu'on retienne. Alors, les autres casques en sont capables de la même chose. Alors, il y a une différence entre capable et performant. Aujourd'hui, les Quest, même le Quest haut de gamme, est capable d'afficher ton environnement réel et de l'intégrer avec des objets virtuels. Mais ils n'ont pas d'aussi bons écrans que le Vision Pro. Ils n'ont pas d'aussi bonnes caméras. Donc l'intégration est moins réussie. Et c'est quand même la secret sauce de la réalité mixte, c'est de faire quelque chose le plus proche possible de la réalité. Et c'est ce qu'Apple a très bien compris en ne lésinant pas sur les moyens. Alors d'après ce que j'ai lu ce matin, au niveau des caméras, c'est pas mal, mais il y a un léger voile par rapport à quand tu enlèves le Vision Pro et que tu le mets et ce que tu vois, tu as un léger voile. Le champ de vision, il n'est pas encore aussi grand que le regard humain, il est quand même plus restreint. Donc on n'y est pas encore, même côté Apple. Mais c'est à milieu de ce qui se fait chez Meta. Et pour terminer, putain, il est 8h43, on va parler que de Vision ce matin, je sens. En fait, et c'est intéressant dans vos réactions, vous dites, oui, mais ça, c'est un détail. Apple bosse sur des trucs qui sont inutiles, comme l'apparition du regard, ou à agrandir le champ de vision, avoir des meilleures caméras, ce qui fait qu'ils sortent des produits tellement chers, personne ne va pouvoir les acheter et tout. Apple a longtemps prouvé dans son histoire que le diable se cachait dans les détails. Et ça, c'est quelque chose... Moi, c'est aussi ma philosophie au niveau du boulot, et c'est la philosophie de Karina, et c'est la philosophie qu'on imprime chez Guillaume aussi. On essaye d'avoir un souci du détail chez Nowtech. C'est pour ça qu'on se fait chier, même sur des vidéos qu'on fait dans la nuit, comme celle qu'on a fait de la WWDC. C'est quand même une vidéo qu'on a étalonnée à 3h du matin, où on a essayé de la filmer correctement. Voilà.
Et beaucoup de nos collègues, je ne vais pas vous le cacher, beaucoup de nos collègues nous disent que, par exemple, Nowtech, on fait ça pour rien. Que les gens n'en ont rien à foutre de la qualité. Et d'une certaine façon, ils ont raison. Disons que la qualité n'a jamais assuré la réussite d'une vidéo. Par contre, ça contribue à l'image de marque, la qualité visuelle de ce qu'on fait. Et Apple a toujours été très sensible à ça. Ils n'ont jamais adopté une technologie trop rapidement qui aurait donné une image à leur marque. En tout cas, bon, ça leur est arrivé de faire des erreurs, mais globalement, ils n'adoptent jamais une technologie juste parce qu'elle existe. Ils la peaufinent et ils travaillent sur les détails de cette technologie pour maximiser l'appétence et l'utilité de cette technologie. Vous vous prenez pour Apple. Tu sautes un peu vite sur le wagon à Mourazik. Tu dois être très bon sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous partageons effectivement avec Apple une valeur qui est qu'on essaye d'avoir un souci du détail. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on y arrive, et il y a des choses qui sont passées sur la chaîne, on peut dire, qui étaient plus ou moins de qualité, mais en tout cas, ça fait partie de nos préoccupations. Et je peux te dire que dans le monde de la création de contenu, certains ont braquetté complètement différemment là-dessus. Il y a des créateurs de contenu, et ça leur réussit, d'ailleurs. Ils disent, on peut se filmer n'importe comment, les gens. De toute façon, c'est pas ça qui importe. Mettre plein de plans d'illustration dans les vidéos, c'est pas ça qui fait le succès des vidéos. Se filmer avec une belle lumière et une bonne caméra, c'est pas ça qui fait le succès d'une vidéo. Et ils ont raison. Il y a des vidéos aujourd'hui qui sont filmées avec les pieds et avec une truelle, où le son est dégueulasse et qui font quand même beaucoup plus de vues que nos vidéos. Donc là-dessus, ils ont raison. Là, en fait, il y a un truc, contrairement à ce que vous croyez, la qualité et le travail ne payent pas dans ce métier. Vraiment pas. L'opportunisme et la rapidité de production payent, par contre. Sortir sa vidéo 2 heures, 1 heure après la WWDC est récompensé en vues beaucoup plus que de la sortir le lendemain matin comme nous. Mais après, ça, je vous l'ai souvent dit, et je me compare pas du tout à Apple, mais moi, si la réalité de mon métier, c'est de sortir des vidéos le plus vite possible, filmer, j'y arriverai pas, c'est pas ma personnalité. Donc, je ne sacrifierai pas tout sur l'autel du succès. Voilà. Et Apple le sait très bien, ça aussi, hein. Ils le savent qu'ils sont en retard sur les technologies à cause de leur souci du détail. Ils le savent qu'ils sont beaucoup plus lents que les autres à adopter des trucs, à mettre des widgets dans leur OS. Ils sont très en retard sur Android parce que Apple essaye en tout cas de peaufiner. Et c'est pas toujours réussi, hein. Je dis pas qu'Apple réussit à tous les coups. Mais ils prennent le temps de tester, de voir comment on peut faire les trucs. Ce qui font que parfois ils ont 2 ans de retard sur des technos déjà existantes, quoi. La création de vidéos, c'est soit s'inspirer d'Apple, soit s'inspirer de KFC. Je suis non, même pas KFC, Alec. Je pense, je vais prendre une analogie peut-être qui est plus intéressante. La crêpe. Vous pouvez faire des crêpes extrêmement rapides et bonnes. Simplement, vous allez limiter le nombre d'ingrédients dedans. Et une crêpe que vous voulez rapide, ça va être une cuisson unique de l'ensemble des ingrédients. Et il y a des très bonnes crêpes comme ça. Et il y a des crêpes parfois très simples, juste avec du sucre, juste avec du beurre, juste avec du citron. C'est très bon. Si votre pâte, elle est réussie, ça peut marcher. Et après, vous avez de la crêpe plus gastronomique qui va demander de travailler l'andouillette d'un côté,
le confit d'oignon d'un autre, et ensuite d'assembler dans sa crêpe pour avoir une crêpe qui va avoir, on va dire, des qualités gastronomiques autres, qui va pas être une crêpe rapide à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas la peine de cracher sur la cuisine rapide. Il y a de la très bonne cuisine rapide. Un bon jambon beurre, si les ingrédients sont bons, c'est un régal. Mais tu peux pas... En fait, tu décides à un moment dans ta vie, quand tu crées quelque chose, notamment de cuisine, est-ce que je crée une cuisine rapide et j'essaye de faire la meilleure cuisine rapide possible, ou alors je vais plutôt dans quelque chose de plus gastro, où je vais prendre le temps, non seulement de prendre des bons ingrédients, mais de les travailler. Voilà. Mais vous voyez, moi, je suis pas du tout quelqu'un... moi, j'aime certains fast-food quand les ingrédients sont bons. J'aime la cuisine rapide. J'aime aussi certaines recettes simples. Un œuf au plat bien réussi. Les œufs, c'est un truc, ça paraît simple. Et en ingrédients, c'est simple. Mais c'est des produits extrêmement délicats. Et moi, j'ai eu des orgasmes culinaires sur des œufs. Aïe, 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 je suis parti sur les crêpes alors qu'il est 8h51 et je suis à mon premier article. Je fais n'importe quoi ce matin. Ah, vous trouvez ça creepy que je parle d'orgasme culinaire? Bah, je suis triste pour vous si vous avez jamais eu d'orgasme culinaire dans la vie. Moi, ça m'est arrivé. Oui, j'ai dit crêpes, je voulais parler de galettes aussi. Oh là là, ça va, me tombez pas sur le poil. Bon, écoutez, on va quand même parler des autres articles, hein. Non, mais je sens qu'on a beaucoup de choses à se dire sur le Vision Pro, hein. Vous sentez bien que j'ai envie d'en parler, hein. Oui, dans le Finistère, on dit crêpes pour le sucré et le salé. Oui, c'est bon. Écoutez, vous m'avez compris, c'est l'essentiel. On va parler rapidement justement d'intelligence artificielle et c'est le deuxième article. Apple a réussi à parler d'intelligence artificielle sans jamais parler d'intelligence artificielle. C'était très intéressant, la WWDC. On attendait beaucoup Apple au tournant sur l'intelligence artificielle. Tout le monde aujourd'hui parle de ChatGPT, parle de Midjourney, d'intelligence artificielle générative qui va détruire des emplois, qui va détruire l'humanité, etc. Apple, vous faites quoi? Vous avez rien, vous n'avez pas de chat GPT, vous n'avez pas de Midjourney. Apple a été très serein dans un WWDC là-dessus. Ils n'ont pas arrêté de parler d'intelligence artificielle sans jamais parler d'intelligence artificielle. Et ça, c'est très fort et c'est très Apple. Et on peut leur dire, ouais, non, mais vous avez rien. Apple, depuis 2017, intègre en hardware des processeurs pour l'intelligence artificielle. Et Apple, en fait, est assez en avance sur certains trucs d'intelligence artificielle. Là où ils ont du retard, ou plutôt là où Apple ne veut pas aller, c'est pas sur l'intelligence artificielle, c'est sur l'intelligence artificielle générative. Et ils ont raison, parce que l'intelligence artificielle générative, d'abord, ça fait flipper les gens. C'est là beaucoup trop tôt, je pense. Ça fait flipper les gens. Et là, en ce moment, les gens sont saturés, saoulés de ChatGPT, Midjourney, du pape en doudoune et de Macron, de Macron en pape. Voilà. Ça a fait flipper tout le monde, cette intelligence artificielle générative. Enfin, flippo-excitant, excito-flippant. Donc Apple sait très bien qu'il ne faut pas aller là-dessus. Par contre, si vous écoutez en pointillé WWDC, ils n'ont pas arrêté de parler d'intelligence artificielle. Le nouveau correcteur de clavier, c'était un des reproches sur les iPhones, le correcteur orthographique de saisie n'était pas parfait. Apple a boosté l'apprentissage de son clavier avec de l'IA.
Pareil, leur truc journal, ce qui va vous permettre de vous proposer des journaux intimes sur lesquels vous allez pouvoir rewriter, c'est de l'IA. Tout ce que ça fait avec les photos, ça va être de l'IA. Et Apple intègre depuis très longtemps des processeurs Bionic pour que l'IA se passe en interne sur votre iPhone et non pas sur des serveurs distants. Parce que ça, c'est l'autre gros flip aussi de l'IA. Donc, de croire qu'Apple est en retard ou ne fait pas d'IA, c'est faux. Simplement, Apple ne veut pas faire de GPT ou de Midjourney. Ils ne veulent pas faire d'IA générative. Une IA flippante où on a l'impression que c'est une autre entité qui a pris le contrôle, en fait. Mais si on regardait vraiment l'audio adaptatif, le nouvel audio adaptatif, c'est de l'IA, en fait. Ça va calculer, ça va apprendre, donc c'est de l'IA. FaceTime va utiliser des techniques d'apprentissage automatique. L'audio adaptatif, qu'est-ce qu'il y avait? L'autocorrection, enfin voilà, il y avait de l'IA un peu partout. Il y avait de l'IA un peu partout, mais ils en parlaient de manière détournée. Mais les journalistes s'est amusé à noter tous les moments où ils parlent d'IA sans dire IA, et il y en a plein en fait dans la WWDC. Et alors toi tu dis Toilette que dans 2-3 ans Apple sortira une IA générative. Je suis pas sûr. L'IA générative, ça pose quand même de gros problèmes philosophiques, de responsabilité. Alors oui, il y aura différents crantages dans le génératif. Mais je pense pas que Apple sortira un truc où, comme ChatGPT, tu pourras dire comporte-toi comme un spécialiste informatique et donne-moi des lignes de code pour faire ça. Ou comporte-toi comme Léonard de Vinci et produis-moi un tableau de Macron sur les barricades. Je pense pas qu'Apple va faire ça. Je pense pas qu'Apple va sortir un truc qui tape dans le copyright des autres pour générer une production. Il y a énormément de problèmes quand même autour du génératif aujourd'hui qui sont pas prêts d'être résolus facilement. Et ça, c'est quand même une capacité assez forte chez Apple, même si c'est la mode de l'IA. Et en ce moment, je pense que Kellogg's est en train de travailler sur des cornflakes avec de l'IA dedans. L'IA, c'est ad nauseum en ce moment. Nous refourgue de l'IA de partout. Apple a une certaine imperméabilité aux effets de mode. C'est pas parce que tout le monde fait de l'IA et que tout le monde fait des articles sur « Oh là là, Apple, ils n'ont pas d'IA » que ça fera changer Apple. S'ils ont décidé de ne pas se lancer sur l'IA génératif, ils ne vont pas le faire. Là, on voit toutes les boîtes tech qui nous sortent n'importe quoi pour mettre IA dedans en disant « Nous aussi, on a un chat GPT ». Bah, Apple ne fera pas ça. Apple ne fera pas ça. En tout cas, Apple n'est pas un suiveur. Quoi qu'on en dise, Apple n'est pas un suiveur. Alors on pourrait dire oui, mais ils adaptent par exemple des technologies qu'il y a dans Android 3 ou 4 ans après. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que toutes les technologies qui sont passées dans Android, Apple ne les a pas adoptées. Ils ont choisi certaines technologies qui ont été développées dans Android, ils les adaptent et après ils les mettent. Mais ils n'ont pas suivi aveuglément ce que fait Android. C'est là où je pense que les Apple haters font toujours une erreur en disant « Ah oui, mais ils font la même chose qu'Android ». Non, il y a plein de trucs qui ont été testés dans Android et des technologies qu'on a vues dans Android que Apple n'a jamais adoptées. Donc la feuille de route d'Apple, c'est pas dire « Ah bah Android, ils ont fait ça il y a 2 ans, on va faire ça aujourd'hui ». C'est pas du tout la feuille de route d'Apple. Par contre, Apple va dire, bah tiens, on va se mettre aux widgets. Là, notre clientèle, elle est mûre pour les widgets. On trouve qu'il y a des trucs intéressants. Et derrière, tu as un mec qui va leur dire, hé les mecs, les widgets, ça fait 10 ans qu'il y a ça sur Android, vous êtes super en retard. Et le mec d'Apple va le regarder comme ça en disant, ok, on s'en fout.
Apple, ils s'en foutent de ça. En fait, je pense même que ça les fait marrer, Apple, de voir les articles qu'il y a chaque année de Apple a pompé des vieilles technos d'Android. Ça leur fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. C'est même pas qu'ils vont même pas répondre, ils s'en foutent. Comme je vous dis, ils sont assez imperméables aux effets de mode de la technologie Apple. Eux, ils adoptent une technologie quand ils estiment que ça vaut le coup et que leurs utilisateurs vont l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas d'erreur, mais globalement, ça leur a plutôt réussi comme stratégie. Allez, j'enchaîne très rapidement sur le troisième article. Justement, on était sur ChatGPT. Les premiers témoignages tombent des gens qui perdent leur travail à cause de ChatGPT. Notamment, on a le cas d'Olivia Limkin, rédactrice de contenu de 25 ans. Comme d'autres employés, Olivia a perdu son travail lorsque ChatGPT est arrivé sur le marché. D'après Goldman Sachs, 300 millions de travailleurs risquent désormais de se retrouver sans emploi à cause de l'intelligence artificielle. Du côté des employeurs, le calcul est simple. Le chat d'OpenAI coûte bien moins cher à utiliser qu'un salarié. Puis ça bosse tout le temps en plus, hein. Financièrement, après plusieurs semaines de doute, ces derniers finissent par annoncer son licenciement. La raison, ChatGPT est bien plus abordable que son salaire. Eric Fine, autre rédacteur de contenu, a lui aussi subi le même sort. Progressivement, celui-ci a également vu ses clientes se désintéresser de son travail jusqu'à recevoir la sentence en mars dernier. Tous ses clients, donc il était freelance en créateur de contenu, tous ses clients lui préfèrent désormais ChatGPT. Eric Fine a tenté de leur expliquer que ChatGPT sera incapable d'apporter le même niveau de qualité que son travail. Plusieurs utilisateurs ont d'ailleurs fait les frais, comme cet avocat qui s'est retrouvé à présenter des fausses affaires inventées par l'IA de la justice. Effectivement, après quelques semaines, certains d'entre eux ont finalement refait appel à ces services non satisfaits par la prestation de l'IA. Toutefois, ces revenus ne sont plus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vraiment creuser le sujet. Je l'ai déjà creusé, je vais me répéter. Moi, je fais partie du clan des pessimistes. Je pense effectivement que ChatGPT va être destructif d'emploi beaucoup plus rapidement que constructif d'emploi. Oui, je suis d'accord que l'intelligence artificielle générative va créer des emplois, mais je pense qu'elle va les détruire plus vite qu'elle ne les crée. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on va faire dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir, avant que le marché de l'emploi se soit restructuré autour de la nouvelle donne technologique qui est l'intelligence artificielle. Et c'est cette période-là qui va être compliquée. Et c'est une évidence. Pour moi, il y a une double évidence. L'intelligence artificielle générative va remplacer tous les métiers de remplissage chez les cols blancs. Les métiers de remplissage, ça va être le mec qui fait des slides commerciaux pour vendre un produit. Ça va être les dessinateurs qui font des illustrations pour une plaquette d'entreprise. Ça va être le photographe qui fait des photos stock, des photos illustratives un peu généralistes. Ça va être des rédacteurs de contenu qui font des articles au kilomètre pour générer du clic sur certains sites. Pour moi, l'intelligence artificielle ne remplacera pas la création artistique pure, ne remplacera pas le vrai journalisme, ne remplacera pas l'intelligence humaine, en tout cas pas de sitôt. Là-dessus, on a des divergences avec Guillaume, mais je pense que même si ça se rapproche, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'on n'y est pas encore. Et ce que j'aimerais préciser, parce que les gens disent « oui, mais si ça ne détruit que les tâches de remplissage dans nos boulots, ça ne va pas détruire tant de boulot que ça. » C'est là, je pense qu'on se fait une illusion sur l'importance de notre boulot. Je pense que 80% des boulots chez les cols blancs sont des boulots de remplissage. Et je vais même aller plus loin. Le travail de Nowtech est à 80% du remplissage. Il y a un peu de travail intellectuel de temps en temps. Non, mais par exemple, et je vais vous prendre le meilleur exemple de ça, c'est l'écriture d'une vidéo. Nous, on utilise ChatGPT maintenant depuis 4 mois. On utilise ChatGPT et autres pour nous aider à écrire les vidéos.
Mais jamais, et ça je vous le dis droit dans les yeux, aujourd'hui, une intelligence artificielle est incapable de nous écrire une vidéo de A à Z. C'est un assistant d'écriture qui nous permet d'aller plus vite qu'autrefois, où il fallait tout écrire, fallait lire tous les articles soi-même, faire la synthèse de plein d'articles pour construire petit à petit son sujet. C'est ce travail-là que l'intelligence artificielle générative va faire à notre place. Et c'est là où, effectivement, on ne va plus embaucher de gens. J'aurais éventuellement, si la boîte avait grossissait, commencé à embaucher des gens pour nous assister dans l'écriture des vidéos, pour faire de la recherche, de la pige, du résumé et des choses comme ça. Ces gens-là, je ne les embaucherai pas parce que ChatGPT fait très bien ce boulot-là. Mais après, je ne sais pas pour Guillaume, peut-être qu'il triche. Mais à ce moment-là, son salaire aussi va être par ChatGPT. Mais moi, là, je suis en train d'écrire 2 vidéos. Je m'aide, et je ne vous le cacherai pas, je m'aide de ChatGPT pour me digérer certains articles ou certains sujets qui sont des petites parties de ma vidéo, mais l'écriture de la vidéo, c'est moi qui l'a fait. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça va être le problème, c'est que oui, l'intelligence artificielle générative va détruire tous les boulots de remplissage, tous les boulots de synthèse, tous les boulots de résumé. Et mine de rien, il y en a beaucoup. Moi, c'est ça que je pense en fait. Alors, les solutions, je ne les ai pas non plus. Et vous non plus, vous n'avez pas les solutions. Je pense qu'il y a presque une évidence. Et là, je mets plutôt ma casquette de droite. Mais je pense quand même qu'il y a une évidence, malgré ma casquette de droite, qu'il va falloir taxer l'intelligence artificielle pour cette période de 5 à 20 ans qui va créer un trou d'air dans les emplois. Ne serait-ce que pour financer le chômage de tous ces gens-là. Il va falloir créer un impôt ou une taxation autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'inégalité entre un salaire humain et le coût d'utilisation d'une intelligence artificielle pour la même tâche, c'est 100 fois moins cher qu'un salaire, une intelligence artificielle. Donc c'est dégueulasse pour l'employé. Il ne peut pas lutter. Le salaire humain ne peut pas lutter contre le prix de l'intelligence artificielle. T'es sûr que tu t'es pas fait arnaquer par la casquette de droite ? Bon, alors je vous rassure, ça sera une taxation sur les entreprises, les gens, pas vous. Non, mais en vrai, et je le dis tout en gardant fièrement une casquette de droite. En tout cas, une casquette de libéralisme économique. C'est trop libéral pour moi de laisser l'entreprise détruire des emplois humains parce qu'effectivement, une intelligence artificielle est 100 fois moins chère. Et je vais vous dire pourquoi je peux être cohérent avec des idées de droite là-dessus. La première chose, c'est que tu auras beau baisser tes coûts de production, limiter tes emplois humains, virer les 3/4 de ton personnel, l'intelligence artificielle ne va pas te créer plus de clients. Donc, en théorie, tu vas pouvoir baisser le prix de tes services et de tes produits, parce que tu auras beaucoup moins de salaire à charge. Mais ta demande, tu ne vas pas la faire grossir. Donc, ce n'est pas un bon calcul. Mais pour que les salaires humains restent quand même pertinents, il va bien falloir rendre le coût d'utilisation de l'intelligence artificielle, en tout cas pendant 20 ans à peu près, artificiellement gonfler ce coût. Parce que sinon, je vous dis, moi je vous le dis, si on laisse faire la main invisible du libéralisme sur le marché de l'emploi, c'est pas 1 ou 2 personnes là qui vont perdre leur job. Je vous le dis, c'est 80% des cols blancs qui vont perdre leur job d'un coup. Le trou d'air va être phénoménal. Bon, j'aurai le temps de rabâcher ce genre de trucs. C'est des sujets qu'on va aborder énormément. Là, je vous ai livré un petit peu ma pensée. Mais voilà,
On n'est pas sorti de l'auberge. Je vais pas faire l'article sur Binance. Sachez juste, et je vous invite à aller le lire, et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à Courrier International, nous on est invités, comprendre, même si la crypto, vous y avez jamais cru, et vous y croyez encore moins maintenant, et c'est normal, c'est plus du tout à la mode. Très intéressant de voir quand même l'autorité américaine des marchés qui s'attaque à Binance, numéro 1 des crypto-monnaies. Donc je vous conseille la lecture de l'article. Un entrefilet, parce que c'est important de reconnaître ses erreurs, et c'est normal, on a travaillé vite. Quand on vous a parlé des Mac Pro à la WWDC, dont le prix d'entrée est à 6 999 $, enfin 8 299 € en France pour les Mac Pro, on vous a dit « Oh là là, il y en aura à 50 000 €. » On a fait un titre putaclic dans notre expression. Oh là là, vous allez voir, il va y avoir des râpes à fromage à 50 000 €. On s'est trompé. On s'est trompé. Le plus cher des Mac Pro élèvera la facture à 13 819 €. Alors là, vous dites, mais Jérôme, c'est hyper cher. Mais c'est pas pour vous. Là, on parle de station de travail, les Mac Pro. Après, vous avez le droit, si vous êtes riche, de vous acheter une station de travail pour jouer à Diablo 4 sur le cloud avec un Mac Pro. Vous avez le droit. Je trouve ça d'une indécence totale, mais c'est votre problème. Mais globalement, les Mac Pro, c'est des stations de travail pour le milieu industriel, et 13 000 € pour une station de travail, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher pour une station de travail. Vous ne vous rendez pas compte. Je sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent sur des stations de travail. On va en monteur, en étalonneur de cinéma, de fiction, en montage de cinéma, en calcul 3D d'architecture, ce genre de trucs. Des stations de travail, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher que 13 000 €. Surtout au vu des perfs, le prix est largement correct. Donc, c'est même surprenant de la part d'Apple. Ils ont pas... Alors, ils overmargent sur les SSD. Ça, c'est une évidence. Apple a construit un marché parallèle du SSD. Ils sont 10 fois plus chers que les autres sur le stockage. Mais reste que sur ce Mac Pro, Apple est étonnamment compétitif. Étonnamment compétitif. Et en vrai, ça s'explique. Apple veut pénétrer le marché des stations de travail assez fort. Ils veulent concurrencer les grosses stations de travail de marques que vous connaissez même pas, hein. Le monde de l'entreprise. Donc, cette gamme, ils l'ont sorti, les Mac Pro, ils l'ont sorti à des prix assez compétitifs. Ils abusent tellement sur le stockage, c'est l'une des raisons importantes qui me bloquent par rapport à Apple. Je suis d'accord, c'est du foutage. Alors, c'est de l'excellent stockage, on va pas se le cacher, mais à ce prix-là, Apple. Et le problème, c'est que... Alors, dans le Mac Pro, vous pourrez le moduler, votre stockage. Mais je crois que c'est la RAM, on ne peut pas la changer. Et ça fait chier quand même sur une station de travail. Pour toi, c'est un flagship killer des stations de travail? Bah, disons que Apple veut prouver qu'il est encore très pertinent pour le travail professionnel qui demande des machines hyper puissantes, qu'on appelle des stations de travail. Donc flagship... En fait, le terme lui-même de flagship killer va pas très bien au marché des stations de travail, qui est plutôt un marché très pro, une niche très très pro dans l'informatique professionnelle. Des grosses stations de montage vidéo, ça peut monter à 50 000 €, hein, les gars, ça c'est clair. Hein. Est-ce qu'ils utilisent des Mac Pro pour leurs programmes sur Apple TV? Tu veux dire, est-ce que toutes les séries Apple TV sont montées sur Final Cut Pro sur des Mac Pro? Je pense pas qu'Apple ait ce niveau d'exigence
sur des productions. Après, je suis certain que Apple doit proposer aux équipes qui font le montage de Ted Lasso de les équiper. Ça serait intéressant de creuser. Est-ce que Severance a été monté sur des PC ou des Mac et dans quelle mesure Apple, sans payer directement pour le montage et tout ça des séries, les a aidés technologiquement? On le sait déjà que dans la série elle-même, il y a beaucoup de produits Apple. Si les acteurs ont besoin que tous les joueurs de foot de l'équipe aient un smartphone, Apple va dire, bon, bah, il vous faut 15 iPhones. On vous les envoie. Mais ça, c'est rien pour Apple. Si vous le dites. Siri vient de me répondre. Pourquoi ils m'ont répondu? Chut. Ouais, il m'a répondu, là. Oh putain, ça y est. Le Siri flippant est de retour. Est-ce qu'ils ont déjà enlevé le dit? On va voir. Siri, raconte-moi une blague. Non. Non, il a dû entendre le dit avec le mot magique derrière. À noter que... à noter... Merde, j'arrive pas à tout suivre dans le chat, ça va trop vite. À noter que le Mac Pro 2023 peut monter à 296 Go de RAM, contre plus d'un Tera précédemment, avec l'impossibilité ça risque de limiter l'intérêt à avoir en pratique. Ouais, après, il faut vraiment que tu me trouves les métiers, même dans l'informatique high-end, 1 Tera de RAM. Je me doute qu'il y a des métiers qui ont besoin d'un Tera de RAM. Mais même le plus puissant des logiciels de 3D, de cinéma, machin, alors, je pose la question, j'y connais peut-être rien, mais 1 Tera de RAM? 1 Tera de RAM? Mais quelle est cette galère? Avec les RAM, vous voyez, rapport A. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Groll, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces Mac Pro, quand ils étaient en architecture Intel, là, oui, ils pouvaient monter jusqu'à 50 000 euros. Et là, oui, dans l'architecture Intel, 1 Tera de RAM peut être intéressant. N'oubliez jamais que la RAM chez Apple, et notamment avec les Apple Silicon, n'est pas du tout gérée pareil que la RAM dans un système Intel. Et on exagère un petit peu, mais globalement, il faut beaucoup moins de RAM avec les Apple Silicon. Et je le vois hein, d'ailleurs sur mon Mac M2, mon MacBook Air. Là, le MacBook Air M2, je ferai peut-être pas des montages avec étalonnage puissant de la chaîne, mais je peux tout à fait ouvrir et corriger un montage que Karina a fait sur son MacBook Pro M2. Et pourtant, je n'ai que 16 Go de RAM là-dessus, mais largement suffisant. Non, c'est pas le 15 pouces, c'est le 13 pouces. 15 pouces, il m'intéresse pas du tout. Je suis très heureux avec mon MacBook Air 13 pouces. Après, comme je vous l'ai dit, ne l'achetez pas, il est beaucoup trop cher. Et c'est vrai. Là, je crois qu'il a diminué de prix. À 300 euros de moins, il devient plus intéressant. Ouais, il a baissé de prix, ouais. Il a baissé de prix. Allez, sur ce, on va pas faire de tartiner là ce matin. Je garde l'article.
Je garde l'article sur le greenwashing parce qu'il est intéressant, mais on va pas faire de tartine, sinon je vais vraiment être trop long. On va passer directement au cornfac et c'est parti. Je garde l'article, on le fera jamais. C'est pas 100% vrai, Samuel. Tu es mauvaise langue. Il m'est arrivé. Tu vois, par exemple, vendredi, si j'ai rien de bon et que toute la presse continue à parler d'Apple, bah, je reparlerai peut-être du greenwashing. Donc, on est dans le camp de fac. Si vous avez des questions, c'est le moment de le poser. J'ai trouvé que la vidéo récap manquait de visibilité sur les dates de sortie des différents éléments, notamment des OS. Ok, bah On-Off Web, je ne peux que t'inviter à produire tes propres vidéos. Et je le prends pas mal que tu nous dises ça manquait de. Mais tu vois, et je le dis parce que je sais que ma mère n'écoute pas. Je me suis mis à la cuisine le jour où ma mère ne cuisine pas très bien. En tout cas, ça l'intéresse pas. Le jour où j'ai trouvé sa cuisine vraiment que ça m'allait pas, je me suis mis à cuisiner. Donc je le dis de manière absolument pas hostile, mais si tu trouves que nos vidéos manquent de quelque chose, c'est peut-être que tu commences à avoir la maturité pour pouvoir te lancer toi-même dans ton contenu. C'est le meilleur moteur pour se lancer dans le contenu, c'est faire les vidéos que tu as envie de voir toi. GG pour avoir sorti la vidéo le lendemain, vous avez pas dû... On a... Alors, là pour le coup, c'est moi qui m'y suis collé. Je n'ai pas dormi, enfin, je n'ai pas dormi du tout. J'ai terminé la vidéo à 6h du matin pour la publier à 7h du matin. Parce qu'en fait, non seulement on a fait la vidéo, mais c'est là où je pense on en a trop fait. On va avoir une autre stratégie plus tard. On a fait le live en simultané. On a fait l'analyse du live avec Guillaume. Ensuite, on a écrit la vidéo récap, parce qu'une vidéo récap, ça s'improvise pas, hein, les gens. On l'a écrite, ça nous a pris 1h30 pour l'écrire, pour la faire la plus synthétique possible. Ensuite, on a fait le tournage. À 1h du matin, on avait fini le tournage. Et je peux vous dire que monter une vidéo comme ça, elle vous paraît simple, hein, une vidéo de 15 minutes avec les cuts, parce que bien sûr, on sort pas des phrases parfaites à chaque fois, l'illustrer et faire tout ça pour 6h du matin. Léo est resté jusqu'à 2h30 du matin pour m'aider à trouver les plans d'illustration de la vidéo pendant que moi, j'étais en train de nettoyer les voix. Et j'ai terminé pile poil à 6h du matin. À 6h du matin, j'ai envoyé la vidéo à YouTube pour une publication à 7h. Alors, je me demande aussi comment JB fait et mon analyse est la suivante. D'abord, JB, il est peut-être plus propre que nous dans sa tête. C'est-à-dire, j'ai bien écouté sa vidéo qu'il avait faite sur la WWDC. Il doit prononcer la phrase une fois, et c'est ça qu'il met dans sa vidéo. Donc, il a probablement un esprit beaucoup plus clean que le mien, par exemple. Moi, je suis très bordélique, donc j'ai besoin d'écrire avant. Je ne pense pas que JB ait besoin d'écrire sa vidéo. Il a probablement une bonne mémoire et un cerveau plus structuré que le mien. Et du coup, il arrive à pondre sa vidéo beaucoup plus propre. Il est sur place. Je pense qu'il a... Alors, je sais pas... il connaît des gens chez Apple, JB. Il nous l'a dit, hein, c'est pas un secret. Est-ce que du coup, il a un accès facilité à obtenir la vidéo au moment de la keynote? Je dis pas qu'on lui ait donné avant. Mais est-ce que la vidéo et les plans d'illustration... Il a pu, tout en écoutant la conférence, la keynote, commencer à découper les plans d'illustration. Après, et je sais qu'il est seul là-bas, il s'est filmé, caméra de face, une présentation propre, cut, illustration. Je trouve ça quand même très fort qu'il ait réussi à la sortir, quoi. C'était 1 ou 2 heures après la fin de la WWDC. J'avoue, je suis admiratif. Parce que même en travaillant le plus proprement possible, c'est sacrément balèze. C'est sacrément balèze. Nous, vous voyez, globalement, le montage et le tournage, on a travaillé, on va dire, de 23h jusqu'à 6h du matin. Donc, globalement, il nous a fallu 7 heures pour faire la vidéo. La vidéo de JB, il l'a faite en moins de 2 heures.
Euh, alors d'abord, c'est aussi des choix. Nous, on a fait une vidéo où on change la caméra d'angle. On fait une vidéo où les couleurs sont étalonnées. Là, je n'ai aucun doute. JB, il n'étalonne pas son image. C'est un seul plan, face cam. Il ne doit pas se répéter. Donc, il y a très peu de cuts à faire pour enlever les silences et ce genre de choses, quoi. Mais ça serait intéressant que vous lui demandiez comment il fait The Eye Collection. Comment il a fait pour faire cette vidéo aussi rapidement, hein. Non, je ne veux pas tomber dans les théories du complot qu'il a levé les infos avant parce qu'il connaît des gens chez Apple. J'y crois pas trop. Parce que regardez, Brandon, c'est pareil. Il a fait sa vidéo sur iOS 17 en 2 heures après la fin de la WWDC. Alors, le truc, c'est que Brandon, lui, son secret, c'est qu'il fait des vidéos de 5 minutes. Enfin, elle est très courte. Et il l'a écrite pendant la keynote, pendant que la keynote se produisait. Et je pense même qu'il la tournait pendant la keynote. Nous, on était en train de faire un live. Là aussi, il y a une différence de méthode de travail. JB, il n'a pas fait un live pendant la keynote, sur place, par exemple. De toute façon, il n'aurait pas eu le droit. Il n'a pas fait une analyse du live. Lui, il s'est mis tout de suite à sa vidéo. Ouais, je vais en parler, Samuel. Peut-être qu'on se casse trop la tête pour une petite vidéo. Oui, mais on en a parlé. Beaucoup de gens me disent ça. Mais déjà, on s'est vachement amélioré. Les plus anciens de la chaîne savent qu'avant, on avait des méthodes de travail qui étaient encore plus exigeantes et on mettait encore plus de temps à faire des vidéos. Donc, tu sais, c'est comme la cuisine. Nous, on ne veut pas se lancer sur le marché de la vidéo fast-food. Et pourtant, j'adore certaines vidéos fast-food. Donc, je ne critique absolument pas la vidéo rapide. C'est juste que c'est pas un marché sur lequel je m'épanouirais et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'arrêterai ce métier parce que c'est un métier qui paye mal. C'est un métier qui est compliqué au niveau de la vie privée parce que je prends pas non plus un énorme panard à me faire reconnaître dans la rue. Euh, donc, si je devais le faire et que ça d'une manière qui m'intéresse pas, c'est très clair que j'arrêterais tout de suite en fait. Donc ça, c'est des choix dans la vie. Je sais très bien que notre méthode de travail nous pénalise et que du coup, nos vidéos sont en retard sur les autres. Mais alors, je suis pas non plus genre à dire je ferai jamais autrement. On a remis en question certaines de nos méthodes de travail. On a essayé d'accélérer certains process. Mais on a des limites aussi dans lesquelles on veut pas aller, quoi. Non, 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 non. Q-San, au contraire, si vous me croisez, venez me dire bonjour. Ça me fait hyper plaisir. Et c'est plus les gens qui me regardent et qui viennent pas me dire bonjour qui me gênent que les gens qui viennent me dire bonjour. Donc, soit vous faites comme si j'étais pas là si vous voulez pas me déranger, si c'est votre truc. Mais alors, le pire que vous puissiez faire, c'est de me dévisager, de me regarder et de pas venir me dire bonjour. Ça, c'est extrêmement gênant pour moi. Beaucoup plus que si vous venez me dire bonjour. Voilà. Je vous le dis comme je sais. Il n'y a rien de plus horrible et ça m'arrive. Je ne vais pas dire souvent. Hein, je suis pas Defend Intelligence, moi. Je ne suis pas aussi connu que Defend Intelligence. Mais on va dire que oui, ça m'arrive de me faire reconnaître, on va dire 2-3 fois dans la semaine en moyenne. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour, c'est une jeune fille qui est venue me dire bravo pour vos vidéos, j'adore. C'est très rare qu'une jeune fille, en dehors d'un couple, vienne me remercier pour les vidéos. Comme quoi, on a quand même des femmes qui nous regardent. Et c'est cool. Ça m'a vraiment fait plaisir, là, pour le coup. Un clin d'œil au loin si on est introverti. Le pire du pire. Voilà. Les gens, je sais ce que c'est que la timidité. Je suis un ultra timide, les gens. Mais prenez sur vous et venez me dire bonjour. Sauf si vous voyez effectivement que je suis en train de m'engueuler avec Marion, c'est pas le moment de venir me dire bonjour. Si vous voyez que effectivement je suis avec ce qui semble être des membres de ma famille en train de dîner, c'est pas le moment de venir me dire bonjour.
Mais globalement, 99% du temps, venez me dire bonjour. Même si j'ai l'air pressé. Ah oui, alors vraiment, l'interdit formel, c'est de me prendre en photo et de me l'envoyer derrière en disant « Oh Jérôme, t'étais à Saint-Malo. Oh, incroyable, j'ai croisé Jérôme à la pharmacie. Vas-y, prends une photo de mes médicaments aussi, tant que t'y es. Si vous me croisez chez le docteur, si vous me croisez à la pharmacie, labo médical, hôpital, merci de le garder pour vous. Ça fait partie de ma vie privée, par exemple. Alors, c'est maladroit, mais j'avoue que le jour où quelqu'un a tweeté « Oh, mort de rire, j'ai vu Jérôme sortir d'une pharmacie », j'ai eu une suée froide. Parce que je me suis dit, est-ce que c'était le mec derrière moi qui a vu les médocs que je prenais, quoi? D'ailleurs, je t'ai croisé chez le proctologue, j'ai pas osé. Bah, prochaine fois que tu me croises chez le proctologue, on se serre la main. C'est tellement cringe, j'ai un mec qui m'a pris en photo avec ma meuf et qui me l'a envoyé en Insta. Ah, t'es là, l'angoisse. Ouais, moi j'ai un mec qui, tout le week-end, a pris des photos de moi et de Marion à Saint-Malo de loin avec un 400 mm et qui les a postées sur les réseaux sociaux en disant « Ah là là, trop drôle, t'étais à Saint-Malo. » Mec, c'est pas drôle du tout de faire ça, quoi. C'est pas du tout drôle de faire ça. Et tu te rends pas compte à quel point c'est creepy pour nous, quoi. Les gens qui se sont pris en photo accroupis devant la porte de mon studio, il y en a. Ils se sont pris en selfie devant la porte de mon studio. C'est pas très malin. Que vous le fassiez, que vous preniez en photo, c'est votre problème. Mais la diffuser sur les réseaux sociaux, vous passez pour des gens un peu malades et vous faites un peu peur, quoi. Moi, j'ai croisé Jérôme à la salle de sport. Aucune chance. Aucune chance de me croiser à la salle de sport, mec. Bah, on relative les paparazzis. Après, vous voyez, je peux comprendre la curiosité des gens sur notre vie. J'adm- je déteste le terme rançon de la gloire parce que je vois pas pourquoi je devrais payer une rançon. Est-ce que faire un truc et être connu, ça veut dire que tu es otage de ton public? Parce que elle est très passive-agressive, hein, cette phrase, quand il réfléchit. La rançon de la gloire. Donc, je suis en otage de toi. Donc, je t'appartiens. Hors de question que je vous appartienne, les gens, hein. C'est hors de question. Voilà. Euh, j'ai pas fait ce métier-là pour être célèbre. Je comprends effectivement que des gens se lancent dans des carrières artistiques, de chanteurs et tout, pour être célèbres parce que c'est leur kiff. Moi, ça n'a jamais été mon kiff d'être célèbre. C'est, on va dire, un effet de bord de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Un effet de bord que j'encaisse, que j'assume, qui n'a pas toujours été facile. Je n'en souffre pas outre mesure parce que sinon j'arrêterais. Euh, mais c'est pas un plaisir absolu non plus. Oui, je suis déjà tombé sur des gens lourds, mais c'est hyper rare. Mais c'est déjà arrivé, oui. Euh, Après, je peux comprendre aussi la curiosité que vous avez. Vous avez quelqu'un qui déboule dans votre smartphone tous les matins, et en plus, on a un langage et une manière de s'adresser à vous qui est très pote. En fait, je vous parle comme si je vous connaissais, mais je vous connais pas du tout, en fait. Et je vais même aller plus loin, je m'en fous. J'ai pas envie de vous connaître, ça ferait trop de monde à connaître. J'aurais le cerveau qui exploserait si je connaissais. Je peux pas être votre pote. Parce que là, au moment où je vous parle, ça voudrait dire que j'ai 712 potes. Ça serait mon pire cauchemar. 712 potes, ça veut dire qu'on serait pas potes. Les vrais amis, c'est 10, 15 maximum. Donc, c'est pas agressif de vous dire ça, c'est pas méchant. Je vous parle comme si j'étais proche de vous, mais je suis pas du tout proche de vous. Mais je comprends aussi que du coup, ça crée une liaison bizarre où vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi en dehors de la caméra, quoi.
Donc je peux le comprendre. Ce que je veux dire, je vous dis pas, oh, vous êtes des connards de paparazzi, vous êtes malsains, vous êtes relous. Non, je peux comprendre. Et si je croise un mec qui s'appelle Jérôme mais qui est pas toi, je peux quand même aller dans une pharmacie à Saint-Malo. Je vois, c'est... Oui, non, c'est pas ce que je veux dire, mais... En gros, je le redis, vous me croisez, vous venez me dire bonjour. Si je suis pressé, ça sera bref, mais je vous ferai un grand sourire et ça me fait chaud au cœur. Et j'ai besoin qu'on me remercie pour le boulot qu'on fait. J'ai besoin que dans les vidéos, vous veniez mettre un commentaire. Merci pour la vidéo. J'en ai besoin, c'est mon moteur principal. J'ai besoin de savoir que vous aimez ce qu'on fait et que vous nous souteniez et pas qu'avec des subs. Donc n'hésitez jamais à venir me dire bonjour. Mais par contre, n'ayez pas justement un comportement bizarre. À me regarder sans venir me dire bonjour. Soit vous m'ignorez. Ah, tiens, je le connais. Bon, ok. Moi, ça m'est arrivé de croiser des célébrités, mais de dire j'ai pas le temps et il a pas l'air d'avoir le temps. Je détourne le regard, je pense à autre chose, je continue ma vie, quoi. Ouais, la vidéo de Cyrus North, c'est pas trop mal fait sur le parasocial, etc. Oui, je vais parler du live contributeur. Demain, je suis chez Shadow à 18h. Guillaume va faire le live contributeur demain. Donc, il y aura bien un live contributeur demain. C'est Guillaume qui va le faire, Samuel. Avant de vous quitter, j'aimerais faire un énorme merci à CIP Digital qui vient d'offrir 20 abonnements communautaires. C'est incroyable. Un grand merci à toi encore une fois, à CIP Digital, qui nous aide beaucoup, mine de rien. Il a décidé de rester anonyme et discret. Et j'apprécie d'autant plus. Mais tu nous aides beaucoup. Tu nous fais quand même des gros subs, des gros abonnements communautaires. Tu es toujours là, donc si tu nous écoutes, encore merci à toi. Merci... oh putain, les pseudos imprononçables. Scalen, merci pour ton Prime. Merci Sandokan pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Full Twist pour ton Prime 5e mois d'abonnement. Merci CCR95 pour ton 14e mois d'abonnement. Et le reste, je crois que je vous ai déjà remercié. Donc un grand merci pour les contributeurs aujourd'hui. Ça fait plaisir et ça fait du bien. On a besoin de vous, les contributeurs. Donc, précision planning, demain 18h, je serai chez Shadow. Dans l'émission de Shadow, ça risque d'être intéressant. Je n'hésiterai pas à leur poser des questions que j'ai envie de poser à Shadow. Et notamment sur les problèmes de vitesse sur le stockage. Ceux qui ont Shadow savent de quoi je parle. J'en ai un peu parlé à Victor de ces problèmes. Ils en sont conscients en fait chez Shadow. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est comment ils vont résoudre ces problèmes-là. Donc, voilà, on se dira tout chez Shadow demain 18h. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Demain, c'est Guillaume qui va vous présenter le mug. Moi, je serai de retour vendredi. Il y a une vidéo, donc, résumée de la WWDC en 15 minutes qui est dispo sur la chaîne. J'ai vu qu'on était numéro 17 des tendances YouTube. Comme quoi, ma nuit blanche a quand même payé. J'avoue que ça m'est arrivé de faire des nuits blanches sur un montage et la vidéo a floppé. Ça, c'est dur pour le moral. Faire une nuit blanche et la vidéo marche plutôt pas mal, tu te dis, oui, c'est dur pour le physique, mais ça vaut le coup quand même. Alors, en fait, les vidéos WWDC, elles marchent effectivement parce qu'on l'aurait sortie un jour après, elle n'aurait pas marché comme ça. Donc, ça valait le coup qu'on la sorte vite. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on aurait dû essayer de tout faire ? Faire un live, une synthèse du live, un tournage après, un montage après. J'avoue que j'étais sur les rotules complètes, quoi. Donc c'est plus là-dessus qu'on réfléchira la prochaine fois, peut-être pas qui trop embrasse mal étreint, comme dit le proverbe, et comme le dit ma variante, qui trop embrase mal éteint. J'adore me tromper sur les proverbes, c'est génial.
Oh, je pense qu'elle a marché surtout parce qu'on vous a résumé la keynote en 15 minutes et le lendemain matin, tous ceux qui ne l'avaient pas vu, la keynote, ça leur permet de se faire un rattrapage. En fait, on a fait une vidéo vraiment service, quoi. Voilà. 15 minutes, résumer un truc. Et qui trop embrasse mal les trains se fait mal. Oui, c'est pas mal aussi comme variante, Oleg. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Je remercie aussi Gécard 24579 pour ton abonnement qui a offert un abonnement communautaire à l'instant. On va faire bien sûr un petit raid des familles. Bah, Diffen, t'es en ligne ou t'es pas en ligne là? On peut trader ou on peut pas trader? Tu veux pas lancer un live là? Defend. Est-ce qu'il est en ligne? Non, t'es pas en live. J'ai pas vu ta réponse. Attends. Je sais pas s'il m'a répondu du coup. Defend, grand merci. Euh, Pourquoi on a eu... non, j'ai eu un problème technique. Merci Sheklol pour ton sub. Bon, Defend, en tout cas, fais-nous signe un jour si tu as un live et qu'on te fasse un raid. J'ai refresh et j'ai une pub. Tu m'as parlé. T'es pas en live là, sinon on trade. Hein. Si t'es en live, on te. Ah, t'es en train de coder. Bon, ok. Bah, on va faire un raid. Mais un matin, si t'as envie de faire un live, tiens-moi au courant, on te fera un petit raid. Tiens, on va faire un petit raid chez Samuel. On va faire un petit raid chez Samuel Etienne. Et merci Tech Willis qui vient d'offrir 10 subs. J'ai du mal à suivre. N'arrêtez jamais de sub. Chez Léo Techmaker, n'arrêtez jamais d'apprendre. Chez Nowtech, n'arrêtez jamais de sub. c'est ma, c'est ma nouvelle devise. Allez chez les autres pour apprendre. Venez chez nous pour les subs. Sur ce petit raid chez Samuel Etienne, oui, je sais, il y a eu des polémiques autour de Samuel Etienne. Je n'hésiterai pas à en parler si on me prend à partie là-dessus. Aucun problème là-dessus. Et je pense que le bad buzz qu'il a eu était mérité. Samuel Etienne a peut-être un peu travaillé vite. Néanmoins, je n'hésite pas à raider Samuel Etienne ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin donc avec Guillaume pour le mug. Ciao tout le monde. Il est où mon générique de fin? Il est là.